Donc bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire. Alors, première chose que je me permets tout de suite de poser comme question, c'est est-ce que tout le monde nous voit bien et nous entend bien? Donc oui, alors j'ai effectivement, bon, a priori tout a l'air de fonctionner. Enfin, en tout cas, j'ai des réponses positives, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ok, très bien. Donc ça c'est bien. Donc, on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, je présente, enfin, que Philippe va vous présenter et que je vais co-animer. Donc, Philippe, si tu veux bien passer la slide suivante. Voilà, donc qui va être, voilà, parfait, notre sujet. Donc, comment externaliser votre sauvegarde dans le cloud Azure. Donc, va vous présenter Philippe. Donc, effectivement, ce webinaire est organisé par le groupe ENI. Donc, le groupe ENI, en fait, rapidement en présentation, c'est les éditions. Donc, tout ce qui est effectivement création de contenu, bibliothèque numérique, livres, vidéos, certification, e-learning. Ensuite, c'est ENI Service Centre de formation, auquel j'appartiens, qui est un spécialiste des formations certifiantes, formation continue pour les professionnels sur des durées plutôt courtes, ciblées. Et puis l'école, qui est là sur plutôt des cursus plus longs, des formations donc diplômantes, là, qui vont de Bac+2 à Bac+5, pour faire une petite présentation. Donc, je vais me présenter, donc Bertrand Guaper, donc je suis formateur à ENI Service, centre de formation, responsable pédagogique et technique. Moi, j'ai un cursus qui était à la base admin système réseau Linux Windows. Et puis, le fil de mes évolutions professionnelles a fait que je me suis orienté et spécialisé côté Microsoft et donc certifié. Arrivé à l'ENI il y a une dizaine d'années, justement sur les formations techniques Windows Server, client, AD. Et depuis quelques années, la partie Azure, puisque c'est quand même le cœur, comment dire, aujourd'hui de l'activité de Microsoft, d'où ce sujet. Donc voilà, en quelques mots, mon parcours, et puis donc formateur MCT sur donc certifié technique Azure. Et puis, je vais passer la parole à Philippe pour qu'il se présente et puis qu'il enchaîne justement sur le webinaire. Eh ben, bonjour à toutes et tous, je pense que vous m'entendez bien, en tout cas je l'espère. Donc moi je suis Philippe Payola, je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft depuis quelques années maintenant. Je suis aussi l'auteur d'une chaîne YouTube qui s'appelle Phil IT, sur laquelle vous allez pouvoir retrouver énormément de ressources concernant Azure. Donc je sais que si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes pratiquement 100 déjà connectés, c'est qu'Azure vous intéresse. Dans ce cadre-là, par exemple, si ChatGPT, je pense que tout le monde connaît ChatGPT maintenant, ou tout le monde en a entendu parler, si ChatGPT vous intéresse, j'ai fait par exemple une petite vidéo sur laquelle je décris avec un collègue qu'est-ce que ChatGPT, qu'est-ce que ça peut apporter aux futurs clients ou aux clients actuels de Microsoft, que ça soit via Azure au service OpenAI. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Encore une fois, je pense que le lien vous a été envoyé dans le chat. Et puis en parallèle de ça, j'anime des sessions Twitch. Donc Twitch, c'est un peu une télé en live pour les internautes. C'est pas vraiment du webinar, mais c'est vraiment du live à des heures bien spécifiques. Donc là aussi, je crois que Denis va vous envoyer le lien de ma chaîne Twitch si ça vous intéresse. Si vous êtes déjà sur Twitch ou si vous souhaitez découvrir Twitch, c'est assez bluffant. Moi, j'aime assez Twitch parce que c'est du live, on peut pas tricher, on essaye et puis si ça marche pas, ça marche pas. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire en préambule. Oui. J'ai remis les liens dans les questions en plus du chat. Eh ben, écoute, c'est super. Donc moi, je suis spécialisé encore une fois sur Azure, vous l'avez compris, le cloud public de Microsoft. Et
ce que je voulais vous dire, c'est que je suis l'auteur et je suis hyper fier pour le coup d'être l'auteur d'une 4e édition du livre Microsoft Azure, gérer votre système d'information dans le cloud. Clairement, ce livre, c'est mon bébé, messieurs, dames, parce que franchement, j'y ai mis tout ce que je savais. Et puis, être auteur pour les éditions ENI, c'est un travail sur le long terme. On a des logiques de OK, je dois écrire tant de pages pour être à jour au niveau des différentes nouveautés que Microsoft sort régulièrement dans le cloud public. Donc, cette 4e édition avec une nouvelle couverture sort, je crois, dans 2-3 semaines, si je ne dis pas de bêtises, officiellement. Il y a des nouveaux chapitres dedans. Par exemple, j'ai un chapitre où je vais parler de Kubernetes. Je pense que vous connaissez Kubernetes maintenant, la containerisation avec Docker. Et puis, en plus de ça, j'ai un nouveau chapitre sur tout ce qui est supervision dans Azure. Et pour la petite histoire, si vous portez acquéreur de ce livre, tous les royalties associés iront à une association contre le cancer chez l'enfant. Il y a un bandeau en plein milieu de la jaquette, enfin de la 4e de couverture du livre. Et donc, ça ira à une association qui s'appelle Imagine for Margot, qui lutte contre le cancer chez l'enfant. Voilà, donc n'hésitez pas, allez voir sur les sites des éditions ENI. Je pense que Denis va vous mettre le lien, ou alors Bertrand directement dans le chat. Et puis, en plus de faire une bonne action, vous allez progresser dans le cloud public Azure. Alors, l'agenda de cette session. Dans un premier temps, on va parler, donc pour rappel, cette session, l'objectif, c'est de vous expliquer comment externaliser votre sauvegarde dans le cloud Azure. Donc, le cloud Azure, c'est un cloud qui est administré par Microsoft, qui est présent dans différentes régions du globe. Donc, on verra qu'on est présent dans plus d'une 60aine de régions du globe, donc dans plus de 60 pays. On a plus de 250 data centers qui sous-tendent l'infrastructure Azure. Et donc, le principe, c'est qu'en tant que client, vous avez peut-être des ressources on-premise dans vos propres data centers, dans vos propres locaux, et vous souhaitez externaliser cette sauvegarde dans un cloud public. En l'occurrence, c'est Azure. Alors, pourquoi externaliser une sauvegarde, messieurs, dames? Tout simplement parce qu'on peut se dire, si demain j'ai une rupture de la normalité dans mes locaux, sur mon NAS, sur mon serveur de fichiers, je ne sais pas, je suis victime d'un virus ou il y a un incendie, il y a une inondation, etc. Je veux pouvoir bénéficier de mes données les plus critiques rapidement pour remonter mon infrastructure. Donc, dans ce cadre-là, je vais vous parler de 3 manières différentes que vous avez à disposition pour sauvegarder vos données, vos ressources, parce qu'on verra qu'on peut aussi sauvegarder des VM, des machines virtuelles, ou voire des machines physiques dans le cloud public Azure. Donc, au final, ce webinaire, il va s'articuler autour de 3 grands axes. Dans un premier temps, on va parler de la sauvegarde des fichiers et des dossiers. Donc là, dans ces cas-là, on va parler d'un agent qu'on appelle l'agent Mars. Mars comme la planète, donc c'est le Microsoft Azure Recovery Service Agent. Donc c'est facile à retenir, l'agent Mars. En fait, c'est un petit agent que vous allez installer sur votre poste de travail. Et une fois qu'il est installé, il va vous permettre d'externaliser la sauvegarde de vos fichiers et de vos dossiers dans le cloud Azure. Alors, il faut quand même préciser que cet agent n'est valable que sur des machines Windows. On ne peut pas l'installer sur des postes de travail Linux ou Macintosh d'ailleurs. Donc, c'est vraiment que sur du Windows. Votre Windows 10, votre Windows 11, vous installez l'agent et vous externalisez la sauvegarde de vos fichiers et dossiers critiques dans le cloud Azure. Donc, ça, c'est première partie. Deuxième partie, on va voir comment protéger les machines virtuelles dans Azure. Donc, concrètement, vous avez des machines on-premise. Donc, ça peut être des machines physiques, comme ça peut être encore une fois des machines virtuelles. Derrière, il y a une infrastructure qui peut être de l'Hyper-V, du VMware, en termes d'hyperviseur. Sur ces guests, donc sur vos VM, vous pouvez avoir du Windows, du Linux. Là, pour le coup, ça n'a pas d'importance. Et le principe, c'est que vous allez pouvoir externaliser la sauvegarde de vos workloads on-premise dans Azure. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et la troisième méthode qu'on va voir ensemble, c'est concrètement, pardon, oui, c'est ça. La troisième méthode, c'est j'ai des machines virtuelles Azure et ces machines virtuelles, je veux les sauvegarder dans Azure. Donc imaginez, je suis déjà dans le cloud public de Microsoft, j'ai besoin de sauvegarder mes VM que j'ai dans mon cloud public dans un coffre-fort qui va servir à restaurer mes VM plus tard. Et là aussi, je vais pouvoir bénéficier du cloud public Azure. Donc au final, si je devais résumer, il y a 3 méthodes de sauvegarde de vos ressources. Soit vous avez que des fichiers, des dossiers
sur une machine Windows, donc votre laptop par exemple, et vous pouvez externaliser la sauvegarde dans Azure. Soit vous avez des machines virtuelles Azure que vous voulez sauvegarder dans Azure, et ben vous externalisez la sauvegarde dans une seconde région. C'est-à-dire, imaginez, j'ai une VM qui est en France Centre, à Paris, et je veux la sauvegarder à Marseille. Et ben, vous pouvez le faire dans Azure. Comme ça, si Paris tombe, ben, vous pouvez restaurer la VM à Marseille. On va le voir ensemble. Et la troisième méthode, c'est j'ai des infra on-premise, j'ai des VM, Windows, Linux, sur des hyperviseurs VMware Hyper-V. Je veux externaliser la sauvegarde dans Azure. Voilà les trois méthodes dont on va discuter aujourd'hui. Encore une fois, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes déjà plus de 130, donc c'est déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et à la fin ou peut-être pendant le webinar, je pense qu'avec toutes les questions qu'il va y avoir, Bertrand va me dire, écoute Philippe, là il faut que tu répondes aux questions parce que on n'aura pas le temps de tout traiter. Donc posez vos questions dans le chat. Oui, je me permets juste effectivement une toute petite parenthèse, c'est qu'effectivement, n'hésitez pas à poser des questions, soit dans le chat, soit dans la rubrique questions. Pour certaines, peut-être que je pourrais y répondre en direct par rapport au sujet. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, si vraiment il y a des questions particulières, effectivement, soit je les poserai en direct ou de toute façon, on prendra un petit temps en fin du webinaire aussi éventuellement pour poser ces questions à Philippe et qu'il puisse y répondre. Donc, n'hésitez pas. Très bien. Moi, ça me va comme méthode parce que sinon, ça va être compliqué effectivement de tout traiter au fur et à mesure à voir. À voir, en tout cas, ça dépend aussi du nombre de questions. Alors, Azure. Je vous ai dit qu'Azure, c'était un ensemble d'infrastructures qui étaient disséminées au travers du globe. Donc là, si vous voyez toutes et tous mon écran, on voit une map monde. Et dans cette map monde, on va voir que Microsoft a investi massivement dans des data centers qui sont à Paris, à Marseille, qui sont à Dublin, à Amsterdam, aux États-Unis. Il y en a même en Chine. Bon, il n'y en a pas en Russie, et heureusement, je vous dirais. Donc, il y en a même en Chine, il y en a en Australie, il y en a en Allemagne, il y en a en Israël, en Afrique. Bref, en gros, il y en a beaucoup. Et ces data centers sous-tendent l'infrastructure de Microsoft. Donc là, vous voyez, je suis déjà sur une map monde. Je peux prendre par exemple les data centers en France Centre, qui sont près d'Equinix, pour ceux qui connaissent, et on voit le niveau de normes de certification associées. Donc, vous avez plus de 250 data centers qui sont répartis à travers le globe, qui forment chacun des régions. Par exemple, j'ai 3 data centers à Paris, c'est la région France-Centre. J'en ai 3 à Marseille, c'est la région France-Sud. J'en ai en North-Europe, donc à Dublin, en West-Europe, à Amsterdam, etc. Et donc, quand on va penser à faire une sauvegarde externalisée, eh ben, il va falloir penser à où je veux stocker ma sauvegarde. Alors, pourquoi on pense à ça? Parce qu'il va y avoir un impact législatif. Vous le savez, on parle beaucoup de différentes lois qui ont été promulguées, que ce soit en Europe avec le GDPR ou aux États-Unis avec le Cloud Act, le Patriot Act, etc. Et donc, là où vous allez stocker votre sauvegarde a une incidence sur l'impact que ça va avoir en termes législatifs. Donc, choisissez la région en fonction de l'impact législatif, en fonction du coût. Toutes les régions n'ont pas le même coût. Et choisissez la région aussi en termes de latence. Alors, la latence, c'est un point qui est quand même assez important. C'est-à-dire que quand on va avoir des données à sauvegarder, et ben, plus les data centers sont proches de nos propres data centers, donc plus les data centers Microsoft sont proches de nos data centers, plus ça va être facile de gérer ça. Donc, vous avez un site web que j'utilise pas mal, que je vais vous montrer, qui nous permet justement de tester la latence. Donc, moi, je suis physiquement à Lyon et vous voyez, on peut voir que Paris, globalement, est assez proche en termes de millisecondes par rapport à là où je suis à Lyon. Donc, c'est un site qui s'appelle Azure Speed Test. Je vous envoie le lien dans le chat ou alors Bertrand va le mettre en place. Pareil, pour avoir une visu sur l'infrastructure Microsoft, là aussi, je vous envoie le lien directement dans le chat. Donc, on prend en compte les aspects législatifs, on prend en compte l'aspect coût, puisque toutes les régions n'ont pas le même coût, on prend en compte la latence, et une fois qu'on a ces 3 critères à nous, eh ben, on va mettre en place la protection de nos ressources. Donc, la protection des ressources, elle peut se faire soit au travers de ce qu'on appelle des snapshots, où en fait, vous allez faire à un instant T une photo de votre système d'exploitation qui va être disponible en lecture. Donc, c'est vraiment, boum, à l'instant T, voilà comment est mon OS. Ensuite, on va pouvoir utiliser un service qu'on appelle Azure Backup.
c'est un service qui est en mode PaaS, Platform as a Service, c'est-à-dire qu'il est administré par le clouder, en l'occurrence Microsoft. Et vous pouvez même, si vous avez peur de la perte d'une région dans Azure, encore une fois, une région est constituée de plusieurs data centers, utiliser un troisième service qu'on appelle Azure Site Recovery. Alors ce service-là, il vous permet de faire ce qu'on appelle du PRA interrégion. C'est quoi le PRA interrégion? C'est qu'en gros, vous allez répliquer vos VM entre deux régions du globe. Alors c'est de l'asynchrone, il y a une latence forcément, parce qu'on n'est pas capable, même avec de la fibre noire, de répliquer en live en synchrone des VM. Mais le principe, c'est que si une région tombe, vous allez pouvoir recréer votre infrastructure dans la seconde région. Alors, cette partie-là, messieurs, dames, on ne le verra pas ensemble, parce que ce n'est pas l'objet du webinaire. Nous, on va plutôt parler de PCA ensemble, plan de continuité d'activité. Mais si ça vous intéresse, un webinaire sur la réplication interrégion de vos ressources Azure, eh ben, dites-le en commentaire, dites-le à Eni si vous avez des contacts, et puis on organisera une prochaine session tous ensemble. Allez, donc le snapshot, c'est un instantané, une copie de votre machine virtuelle. On prend cette copie et puis on la stocke dans ce qu'on appelle un RSV, un Recovery Service Vault. Alors justement, j'ai préparé un schéma, mais un RSV, c'est quoi, un Recovery Service Vault? Eh ben, c'est concrètement, on va le voir ensemble. Hop, je vous affiche normalement mon whiteboard. Ici, on a l'icône du RSV. Donc le RSV, c'est le coffre-fort de vos backups. Le RSV, il est stocké dans Azure, c'est un service PaaS. Donc Recovery Service Vault, c'est un service PaaS. Il va vous permettre de sauvegarder ce que vous lui envoyez. Donc le RSV, il a plein de fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est qu'il vous permet de faire des sauvegardes complètes. Désolé pour l'écriture, pourtant je ne suis pas médecin. Donc des sauvegardes complètes. Il vous permet aussi de faire des sauvegardes qu'on appelle immutable, immuables en français. Alors c'est quoi l'immutable? C'est vachement intéressant comme concept et je vous conseille vraiment de l'activer. Le principe de l'immuable pour une sauvegarde, c'est que quand vous allez la mettre en place, hop, il manquait le U, quand vous allez la mettre en place, au moment où votre ressource est sauvegardée dans le RSV, la sauvegarde pendant un temps prédéfini ne va plus pouvoir être modifiable ni supprimable. Je répète, quand on met une sauvegarde en immutable, personne ne peut supprimer ou modifier votre sauvegarde pendant un jour que vous avez défini. Alors ça, c'est hyper pratique. Pourquoi? Parce que chez Microsoft, on s'est rendu compte que la première chose que font les attaquants quand ils cryptoloquent un réseau, c'est qu'ils suppriment les sauvegardes. Ils ne les chiffrent pas, les sauvegardes, ils les suppriment. Et donc, d'où le principe de dire, grâce à l'immutable, donc une sauvegarde immuable, on va empêcher qui que ce soit, y compris Microsoft, de modifier ou supprimer une sauvegarde pendant X jours, ce qui va nous permettre de la récupérer. Voilà. Le RSV, il gère aussi ce qu'on appelle le soft delete. Alors, soft delete, comme ça peut paraître assez bizarre comme mot. Moi, j'aime bien dire que c'est une corbeille. En gros, le principe, c'est que si jamais vous n'avez pas activé l'immutable, mais si jamais il y a une erreur, il y a une personne qui arrive, il n'a pas bu son café le matin, il est fatigué, il est sorti en boîte la veille, il est arrivé complètement à moitié endormi dans la boîte, il voit votre Recovery Service Vault et il supprime une sauvegarde. Sauf qu'il a fait une erreur, comme on en fait tous en tant qu'être humain. Et bien là, le principe avec le soft delete, c'est que votre sauvegarde, au lieu d'être supprimée définitivement, elle va être mise dans une corbeille. Donc je trouve que c'est quand même important de le savoir. Le RSV, je vous ai dit qu'il était créé dans une région, messieurs, dames. Par exemple, la région 1. Eh bien, il faut savoir que vous allez pouvoir répliquer votre sauvegarde dans une région 2. Et c'est ce qu'on appelle chez Microsoft le cross-region restore. Alors, en français, cross-region restore, la restauration interrégion. Ouais, ça me paraît pas mal traduit. Donc, le cross-region restore, c'est que vous allez sauvegarder dans la région où il y a votre VM Azure. Donc là, vous voyez, j'ai ma VM Azure. Je sauvegarde ma VM dans mon RSV. Et cette sauvegarde, elle est répliquée dans une seconde région. Et le jour où ma région 1, elle tombe, imaginez, boum, elle est tombée, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Votre région étant tombée, vous allez pouvoir recréer la VM, donc cette fameuse VM que je vous ai affichée ici, ben, vous voyez, on va la recréer, on va la
recréer, hop, petite manip ici. Voilà le principe du cross-region restore. Donc c'est aussi pas mal à connaître, je trouve, c'est assez important. Mais la logique, c'est vraiment de se dire, on a des moyens mis à disposition pour répliquer la sauvegarde dans une seconde région. Donc la première méthode pour sauvegarder dans Azure, c'est de sauvegarder déjà des workloads Azure. Et ça se fait au travers d'une VM. Alors pour le coup, je vais vous faire une petite démo, parce qu'on ne va pas voir que des slides pendant 1 heure, parce que sinon vous ne reviendrez plus jamais à un autre webinar. J'en suis persuadé. Vous direz, non mais là, ce n'est pas possible. Trop de théorie tue. Regardez, donc là, je vous affiche mon portail Azure. Donc, je suis logué sur le portail portal.azure.com, sur mon tenant qui s'appelle The Lord of the Ring et dans un abonnement qui s'appelle le Mordor. J'espère que vous connaissez tous et toutes les références que je viens de citer. C'était un prérequis pour pouvoir suivre cette session, je vous rappelle. Ici, j'ai une machine virtuelle. Elle s'appelle W2K19. Et dans cette machine virtuelle, sur la gauche, donc c'est l'OS, c'est du Windows 2019 Data Center. Je sais que Bertrand, il maîtrise tout ce que je raconte parce que pour le coup, c'est un expert dans la matière. Ici, sur la gauche, sur la VM, je vais avoir backup. Et là, ce qui va me permettre de faire Microsoft, c'est de backuper ma VM. Donc là, vous voyez, j'ai déjà lancé un backup dans un RSV. Ce RSV, il s'appelle RSV prod pp. Et dedans, eh ben, j'ai déjà backupé ma VM. Elle a été backupée le 29/3 à 10 heures, donc il y a à peu près 2 heures, on va dire. Ouais, il y a 2 heures. Donc la première chose que je peux faire, c'est que je peux relancer un backup. Je peux restaurer ma VM, mais au moment où je vais la restaurer, je choisis le point de cohérence de mon applicatif, donc le fameux snapshot dont je vous parlais tout à l'heure. Et une fois que je l'ai choisi, je vais pouvoir lui dire soit je recrée une nouvelle VM, soit je remplace la VM existante quand je vais restaurer mon backup. Donc j'ai vraiment le choix. Soit je crée une deuxième VM avec une restauration de mon backup, soit je remplace la VM existante. Ensuite, ce qu'il faut savoir, messieurs, dames, c'est qu'on n'est pas obligé de restaurer une VM dans son intégralité. On vous propose de restaurer des fichiers et des dossiers de la VM. C'est ce qu'on appelle le file recovery. Donc là, par contre, c'est un peu différent puisque, en fait, on va monter les disques de ma VM sur mon propre poste de travail en format SMB derrière. Donc, c'est le partage réseau de Microsoft et vous allez pouvoir restaurer des fichiers, des dossiers, tout simplement. Donc, c'est la deuxième méthode. Mais tout ça fait partie d'un même RSV qui s'appelle le Recovery Service Vault, qui est le coffre-fort de mes backups. Et d'ailleurs, dans le RSV, je vous ai dit qu'il y avait des paramètres de sécurité. Je vous ai parlé d'immutable, je vous ai parlé de soft delete. Ça se trouve en fait dans les propriétés du RSV. Donc ici, vous allez dans Properties. Et dans Properties, dans Backup Configuration, vous allez avoir la possibilité de faire de ce qu'on appelle du cross-region restore, que je vous ai expliqué tout à l'heure, ici. Donc là, si j'active ça, vu que ma VM elle est en North Europe, elle va être répliquée, le backup, en West Europe. Donc, je vais pouvoir restaurer ma VM en West Europe, dans une autre région. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, je vous ai parlé de l'immutable. En fait, l'immutable, c'est ici. Vous voyez, je ne l'ai pas activé, mais c'est ici pour l'activer. Et ça va vous permettre d'être sûr qu'on ne va pas pouvoir supprimer ou modifier vos backups une fois que vous les avez faits. Donc, c'est plutôt pratique parce que comme c'est un service PaaS de Microsoft, comme il n'y a pas de VM derrière à disposition, l'attaquant, même lui, il ne pourra pas supprimer vos backups que vous avez externalisés. Et puis, un dernier point, je vous ai parlé du soft delete, de la corbeille. Et bien ici, on a la corbeille et par défaut, pendant 14 jours, vous allez avoir ce que vous avez supprimé qui va être dans une corbeille et qui sera restaurable. Et alors, comment je vois ça? En fait, si on retourne sur ma VM, pour le coup, je prends ma fameuse VM ici. Quand je vais dans Backup, ici, j'ai tous les paramètres. Et vous voyez ici en grisé, parce que je n'ai pas supprimé de backup, mais vous avez le soft delete. En fait, si là, je supprimais mon backup, et ben ça deviendrait non plus grisé, mais disponible, et je pourrais restaurer un backup que j'ai supprimé par erreur, ou qu'un attaquant a supprimé, d'ailleurs. La sauvegarde, elle va être stockée dans un compte de stockage qui est dans votre abonnement Azure. Donc, vous ne le verrez pas parce que c'est caché pour nos clients. Mais ici, j'ai mon abonnement qui s'appelle le Mordor.
Dans mon abonnement Le Mordor, je vais avoir un groupe de ressources qui va s'appeler RG Demo ATT. Dedans, j'ai mon coffre Recovery Service Vault. Et dans ce coffre, il y a un storage account. Alors vous allez me dire, bah non, on ne le voit pas. Bah, en fait, il existe. Il y est quand même. Il faut le savoir. Donc ça, c'était une question que j'ai vue dans le chat. C'est pour ça que je me suis permis d'y répondre. Donc la sauvegarde est dans un storage account qui vous est caché, mais elle est stockée dans votre abonnement et dans la région sur laquelle vous avez activé la sauvegarde pour vos VM. Donc je vous ai parlé de la première méthode. La première méthode, encore une fois, c'est de sauvegarder des VM Azure. Sauf que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux méthodes à disposition, autres que sauvegarder mes VM Azure. Il y a la méthode de sauvegarde de mes fichiers et des dossiers. Donc imaginez ici, il y a mon poste de travail, je vais le dessiner. Il y a la souris, je ne sais pas si vous appréciez mes capacités de dessin. Voilà, donc j'ai un ordinateur avec une petite souris, une petite tour, et dessus j'ai des fichiers et des dossiers. Et ben, on va pouvoir sauvegarder via Internet ces fichiers et des dossiers sur mon poste de travail Windows, et j'insiste Windows, dans mon RSV qui est situé à droite. Donc ça, c'est la deuxième méthode de sauvegarde. J'ai des fichiers, des dossiers, je veux les sauvegarder. Et alors cette méthode, elle nécessite d'installer, je vous l'ai dit tout à l'heure, un agent qu'on appelle l'agent Mars. Microsoft Azure Recovery Service. Mais pensez à Mars, la planète, moi ça me va très bien pour retenir ce que je vous dis. Donc là concrètement, on va retourner sur mon poste de travail et là, je vais taper backup. Et regardez, on voit que j'ai installé sur mon poste de travail ce fameux agent qui s'appelle Microsoft Azure Backup, que je vais vous afficher ici. Alors, vous savez que j'ai une chaîne YouTube. Je vous ai envoyé le lien normalement tout à l'heure, Phil IT. Et sur cette chaîne YouTube, en fait, j'ai plein de vidéos. Sauf que les vidéos, ça prend beaucoup de place. Et ces vidéos, moi, j'ai choisi de les sauvegarder de manière externalisée dans Azure. Comme ça, si demain, Google décide de fermer ma chaîne YouTube avec des millions de vues et que je veux créer mon propre système de streaming, eh ben, j'aurai toutes mes vidéos encore à disposition. Dans la réalité, si Google faisait ça, ça serait vraiment la mouise. Le principe, c'est qu'avec cet agent que j'ai installé donc sur mon poste de travail, hein, là, on est vraiment sur mon poste Windows 11, eh ben, je vais pouvoir planifier des backups. Mais pour les planifier, au début, je vais devoir enregistrer mon agent auprès d'un Recovery Service Vault, le fameux RSV, le coffre-fort de mes backups. Donc le principe, c'est que là, je vais configurer mon agent sur mon poste de travail et il va me demander mon vol crédential. Alors le vol crédential, c'est un fichier qui est généré directement ici par mon RSV. Donc si je vais dans Backup, ici, je vais répondre à une question, je vais lui dire, il me demande, Azure me dit, qu'est-ce que tu veux sauvegarder, Philippe? Je lui ai dit, moi, je veux sauvegarder des ressources qui sont on-premise et c'est des fichiers et des dossiers. Donc, je suis en train de configurer côté Azure le fait de sauvegarder des fichiers et des dossiers qui sont sur mon poste de travail. Et une fois que j'ai fait ça, je vais lui demander de préparer l'infrastructure. Et il va me dire, OK, télécharge l'agent Mars. Donc là, vous voyez, je clique et il m'a téléchargé l'agent Mars. Et en haut à droite, je ne sais pas si c'est bien visible, mais je vais peut-être zoomer un peu plus, mais il y avait l'agent Mars qui est apparu. Regardez, hop, ici. Une fois que je l'ai téléchargé, je l'exécute. Et comme il me faut un fichier qui est en fait un certificat pour lui dire, OK, sauvegarde chez moi le contenu de ton poste de travail en termes de fichiers et des dossiers, et bien là, je vais télécharger le fameux fichier vol crédential. Il est là. Et donc, au final, sur mon serveur, je vais faire un browse et je vais aller sélectionner, hop, dans Download, mon fameux fichier. Et là, il va me proposer d'aller sauvegarder les fichiers, les dossiers que je lui spécifierai dans ce fameux, encore une fois, RSV, Recovery Service Vault. Voilà, là, il me dit, il est en North Europe, etc. Ensuite, je vais définir la passphrase pour protéger mon backup. Comme ça, personne sans la passphrase ne pourra restaurer le contenu de mon backup. Donc ça, c'est un point très important. Même Microsoft n'a pas accès à vos backups chiffrés. Et une fois qu'on a planifié, qu'on a configuré ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un schedule backup.
schedule backup, alors là, sachant que j'ai une tâche en progrès, le schedule backup, le principe, c'est que vous allez sélectionner vos fichiers et vos dossiers à sauvegarder dans le cloud public Azure, donc dans le Recovery Service Vault. Alors, j'ai une question, le soft delete, notamment la restauration, est-il administrable par rôle utilisateur? Oui. Alors, le soft delete, c'est pas de la restauration, mais je pense que vous voulez dire de la restauration de ce qu'il y a dans la corbeille. Alors oui, vous pouvez donner des droits spécifiques dans Azure, c'est-à-dire qu'au niveau de votre Recovery Service Vault, pour répondre à la question de la personne, vous avez ici Access Control IAM et vous avez des rôles dans Access Control IAM qui sont dédiés, pour répondre à la question, à la gestion des backups, y compris à la gestion du soft delete. C'est un rôle, mais qui doit rentrer dans ce qu'on appelle un custom role. Donc oui, tout à fait, c'est une très bonne remarque. Mais c'est possible, tout est possible avec Microsoft. Donc on peut changer la rétention. La rétention, il faut savoir qu'elle peut aller jusqu'à 99 années. Bon, je ne serai pas là pour vous prouver que j'avais raison quand je vous ai dit ça, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 99 années de rétention. Et puis, vous avez la possibilité, bien entendu, de faire un recover des datas. Alors là, je ne peux pas vous le montrer encore une fois parce qu'il y a une sauvegarde en cours. Mais le principe, c'est que aussi, si vous allez dans le menu Action et Change Properties, ah oui, encore une fois, Job in Progress. Ça vaudrait peut-être le coup que j'arrête le job pour vous montrer. Mais en gros, vous allez pouvoir même dire quelles sont la bande passante que vous voulez attribuer à ce backup externalisé. C'est-à-dire que dans l'agent, il est possible de dire ce backup, quand il se lance de vos fichiers, vos dossiers, ce lancement se fait à telle heure que vous avez planifié, mais se fait en utilisant tant d'octets dans ma bande passante. Ce qui est plutôt pratique, puisque ça va favoriser le fait que ça ne surcharge pas votre bande passante. Par exemple, quand vous êtes à l'hôtel en déplacement avec ce fameux agent Microsoft Azure Backup. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. C'est le fait de pouvoir sauvegarder vos fichiers et vos dossiers de manière externalisée dans le cloud public Azure. Donc, point important encore une fois. Donc là, vous voyez, moi j'ai un job qui est en cours. Donc là, il est en train, si vous voyez mon écran, il est en train de sauvegarder mes fameuses vidéos YouTube, dont ma vidéo sur ChatGPT. Donc là, je vais arrêter le job. Ça va prendre quelques temps. Et puis après, on va regarder les options tranquillement ensemble. Alors, je vois qu'il y a des questions. La solution de sauvegarde est-elle compatible pour fichiers en travail collaboratif? Non, ce n'est pas l'objectif par rapport à la question. C'est pas. Si vous voulez faire de la sauvegarde avec des fichiers en mode collaboratif type OneNote ou autre, il y a d'autres outils qui permettent de le faire. Mais ça ne sera pas celui-ci. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on pouvait définir la bande passante associée. Maintenant que j'ai fait un cancel du job, voilà le menu qui apparaît. Et vous voyez, vous pouvez dire, hop, en kilobits par seconde, voilà ce que j'attribue comme bande passante pour mon backup. Pareil, si vous avez un proxy, c'est défini ici, et la fameuse encryption. Et puis, je vous ai dit qu'on pouvait faire du recover data, ce qui est un peu le principe. Quand vous faites une restauration de vos données, soit ça peut être sur votre poste de travail, soit ça peut être sur un autre poste de travail ou un autre serveur. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous dis, on peut sauvegarder vos fichiers et dossiers de votre poste de travail, mais au final, cet agent-là, vous l'avez sur Windows Server 2022, il est natif à l'OS de Microsoft, Bertrand pourra le confirmer, et en plus de ça, vous l'avez sur n'importe quel serveur sur lequel vous allez installer l'agent. C'est-à-dire si vous avez un Windows Server 2016-2019, vous installez l'agent et vous avez à disposition la possibilité de sauvegarder votre serveur de fichiers dans le cloud public Azure. Donc, retenez que la sauvegarde externalisée de fichiers des dossiers, elle marche sur un agent qu'on installe sur un poste de travail personnel ou professionnel, mais aussi sur un serveur de fichiers. Alors, possibilité de sauvegarder des VM sur un ESX. Oui, on peut, par rapport à la question que je viens de voir dans le chat. Et c'est la troisième, et c'est bien parce que ça me fait une bonne transition, c'est la troisième méthode de sauvegarde. Donc moi, ça me va très bien. J'embauche celui qui a posé la question à ce moment-là, puisque ça fait très, un peu comme le journal télévisé, on parle d'un sujet à un autre et il y a toujours une transition parfaite. Donc merci d'avoir posé la question. Donc, la troisième méthode, là on en a parlé de deux, la troisième méthode, c'est de déployer un serveur dans votre réseau on-premise.
qui va s'appeler le serveur ABS. Alors là aussi, c'est hyper facile à retenir. ABS, comme vous savez, l'ABS pour les voitures, bon, son petit nom, c'est Azure Backup Server. Hein, son vrai nom, c'est ça. Le serveur ABS, le principe, c'est que vous allez le déployer sur votre réseau on-premise. Ce serveur-là, qui prend la forme d'une VM, va déployer un agent sur vos VM Azure, vos VM on-premise. Alors, vos VM, ça peut être, excusez-moi, du Linux ou du Windows. Mais en plus de ça, par rapport à la question qui vient de nous être posée dans le chat, il faut savoir que l'agent ABS peut se mapper à de l'Hyper-V ou du VMware, parser les VM qu'il y a dessus. Donc, imaginez VM1, VM2, VM3. Et à partir de là, déployer cet agent, ce fameux agent, pour sauvegarder vos VM. Alors, comment ça va se passer? Une fois que l'agent est déployé, les VM vont renvoyer au fil de l'eau le backup qui a été planifié, et ce backup va être envoyé dans Azure. Un point important à retenir, c'est que le serveur ABS, lui, il fait de la sauvegarde externalisée, c'est vrai, mais pas que. C'est-à-dire qu'il vous permet aussi de garder une trace locale de vos backups. Donc ici, vous allez avoir vos backups, ce qui fait que le jour où il y a un problème sur votre infra on-premise, si votre serveur de backup il est toujours up and running, plutôt que d'aller chercher les backups qui sont stockés dans Azure, alors là, on parle de la bande passante, la restauration, ça va prendre du temps, vous pouvez garder une copie de ces backups localement sur le serveur ABS. Alors, comment je configure tout ça? Déjà, je prépare ça au niveau Azure. Donc, dans Azure, sur votre portail Azure, dans votre RSV, on retourne dans Backup. Et là, on va lui dire, c'est des workloads on-premise. Sauf que cette fois, on ne lui dit pas qu'on veut sauvegarder des fichiers, des dossiers. On va lui dire, je veux sauvegarder des machines Hyper-V ou VMware. Et vous voyez, vous pouvez même sauvegarder ici des bases SQL Server, du SharePoint, de l'Exchange, du Bare Metal ou des System State pour vos domaines contrôleurs, par exemple. Donc là, dans mon cas, je vais choisir du VMware et je vais faire préparer l'infrastructure. Et là, Microsoft me dit, OK, dans ces cas-là, Philippe, va sur ce site Internet. Donc, je vous envoie le lien dans le chat qui va être relayé par mes collègues, à mon avis. Et je vous en remercie d'ailleurs. Et grâce à ce lien-là, vous allez pouvoir télécharger gratuitement. Alors, je crois que ça fait 4 gigas, voilà, c'est ça, 4 gigaoctets de fichiers à installer sur une VM. Et grâce à ça, votre VM, si c'est du Windows Server 2016 ou supérieur, parce qu'on gère du 2019 par exemple, d'ailleurs c'est marqué en tout point ici ce que je vous raconte, vous allez pouvoir installer cette VM sur votre réseau on-premise. Elle va sauvegarder les ressources de vos VM on-premise directement dans un RSV qui est lui situé dans Azure. Voilà le principe. Alors, il faut quand même savoir que je vous parle de sauvegarde externalisée chez Microsoft. Vous pouvez très bien aussi utiliser un système de sauvegarde qui est fourni par un éditeur tiers. Par exemple, si vous me dites, moi, je veux du Vim, moi, je connais bien du Vim, Philippe, je n'ai pas envie d'utiliser Azure Backup, sachez que vous avez Vim dans Azure. Sauf que le gros problème, de mon point de vue, c'est que Vim dans Azure, c'est des VM. Vim, ce n'est pas des services PaaS. Et ça, c'est bof. Pourquoi? Parce qu'une VM, c'est beaucoup plus facilement piratable puisqu'on a accès à l'OS plutôt qu'un service PaaS où là, c'est un service qui est managé par Microsoft. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser Azure Backup ou au moins de le tester. Alors après, vous pouvez me dire, oui, mais moi, j'aime bien Veritas. J'aime pas Vim, j'aime pas Azure Backup, j'aime bien Veritas. Vous avez aussi Veritas dans Azure. Alors, sous format PaaS comme sous format VM. Il faut le savoir. Donc, c'est un point qui est, de mon point de vue, très important à prendre en compte. Alors, je vous ai parlé des fichiers et des dossiers. Je vous ai dit, on peut sauvegarder les fichiers et les dossiers grâce à l'agent Mars. Je vous ai parlé qu'on pouvait sauvegarder vos VM on-premise grâce à un serveur qu'on appelle l'ABS.
l'Azure Backup Server. Quelle est la différence entre les deux? Dans quel cas je vais choisir l'agent Mars versus l'ABS? Parce qu'il faut savoir que le serveur ABS, il sauvegarde aussi des fichiers et des dossiers. Donc, dans quel cas je vais choisir l'un plutôt que l'autre? Globalement, il y a des limitations avec l'agent ABS. L'agent ABS, il vous permet de sauvegarder que maximum 3 fois par jour et il ne sauvegarde que des fichiers et des dossiers dans un RSV. Donc, lui, il ne stocke pas une copie en local de vos fichiers et dossiers. Il va toujours externaliser. Alors que l'agent qui est déployé via le serveur ABS que vous voyez ici, lui, il sauvegarde les dossiers, les volumes, les VM, les applicatifs, les charges de travail. Mais cette sauvegarde, soit il l'envoie dans un RSV, soit et ou plutôt, parce que c'est un et ou un ou, en fonction de ce que vous choisissez, soit il peut conserver une copie en interne. La seule limitation, c'est qu'il ne sauvegarde pas les bases Oracle. Donc c'est un point qui est assez important. Mais vous voyez, il est compatible Hyper-V et VMware par rapport à la question qui m'a été posée. Et en plus, on peut même l'utiliser via une licence, on peut même le mapper à System Center chez Microsoft pour monitorer tout ça dans une seule et même interface. ABS, c'est une VM entière sans licence? Non. ABS, ce n'est pas une VM entière sans licence. ABS, c'est une VM avec une licence que vous déployez sur laquelle vous installez un logiciel qui est sans licence. Donc, au final, le logiciel qui fait tout ça, il ne nécessite pas de licence, mais il nécessite d'être installé sur un système d'exploitation qui, lui, a une licence. C'est une très bonne remarque. On continue sur SoftDelete. Donc, SoftDelete, pour rappel, c'est la corbeille qui vous permet pendant 14 jours par défaut d'avoir une trace de vos sauvegardes supprimées que vous allez pouvoir restaurer. Ça, je dirais que je vous ai montré comment y aller, comment l'utiliser. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'aimerais juste terminer sur un point qui est important, c'est ce qu'on appelle le service ABC. Alors, vous voyez, nous, on aime bien les trigrammes, enfin, en 3 lettres, on aime bien, nous. ABS, ABC, on aime bien ça chez Microsoft. Bon, vous allez me dire, Mars, c'est 4 lettres, mais on n'est pas loin. Donc, ABC, c'est Azure Backup Center. Et le principe, c'est que vous allez avoir une interface unifiée de toutes vos sauvegardes du cloud. C'est-à-dire que le RSV, si vous vous rappelez ce que je vous ai montré et dit, c'est que c'est un coffre-fort qui va permettre de sauvegarder que les ressources de la même région que le RSV. C'est-à-dire que si j'ai des VM à Paris, je vais devoir créer un RSV à Paris. Si j'ai des VM en Allemagne, je crée un RSV en Allemagne. Si j'ai des VM aux États-Unis, je crée un RSV aux États-Unis. Le principe, c'est qu'on va avoir plein de coffres-forts avec plein de stratégies de sauvegarde différentes. Mais concrètement, comment avoir dans une seule et même vue l'intégralité de nos jobs de backup, de savoir comment ça s'est passé, comment avoir dans une seule et même vue toutes nos stratégies de mot de passe, de sauvegarde, excusez-moi, avec la rétention associée, quelle est la volumétrie, etc. Eh bien, Microsoft vous propose d'utiliser Azure Backup Center. Le principe, c'est que vous allez avoir tous les jobs complétés dans une seule et même vue en progress, in progress, donc en cours, ou failed, qui ont échoué. Vous allez avoir aussi vos policies associées sur tous vos RSV. Et ça va vous permettre de faire des restaurations multi-RSV, donc de plusieurs régions, dans une seule et même interface. Et vous pouvez même, alors ça, je ne vous en ai pas parlé, on va quand même en parler rapidement, vous pouvez même au niveau d'un RSV, donc, si je prends mon fameux RSV prod, vous pouvez même définir des alertes, vous voyez, des rapports de backup sur qu'est-ce qui s'est mal passé, bien passé pendant la nuit, pendant qu'on travaillait ou pendant qu'on dormait. Avoir une visu des jobs en cours de backup. Est-ce qu'ils se sont bien passés, ces jobs? On peut voir un détail sur ces jobs. Voilà, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on peut mettre en place, encore une fois, des alertes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire que vous allez configurer une notification, vous allez mettre un email et vous allez pouvoir recevoir des rapports complets sur concrètement qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours sur mon système de backup,
qu'est-ce qui a été en erreur, qu'est-ce qui a été en réussite, qui a restauré dans mon infra et qu'est-ce qu'il a restauré quand il a restauré. Un dernier point, vous êtes déjà 126, c'est pas mal quand même, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal. Quel est le coût de tout ce que je vous raconte? Parce que là, vous allez vous dire, OK, c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte? Eh bien, ça coûte pas si cher que ça. Si vous allez dans la calculatrice Azure, je vous envoie le lien dans le chat de la calculatrice Azure. Voilà. Si vous avez la calculatrice Azure, vous tapez sauvegarde Azure. Et là, on va regarder un peu comment on vous facture tout ça. Donc, la facturation, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a la licence de protection de votre VM ou de vos fichiers et dossiers. Donc, c'est comme si c'était une licence d'un logiciel. Donc, on va vous facturer une licence, sauf que cette licence, c'est là où c'est intéressant, n'a pas un coût fixe. C'est-à-dire qu'elle dépend du nombre de gigaoctets que vous allez sauvegarder. Par exemple, si je veux sauvegarder une VM Azure, de 0 à 50 gigas, ça va me coûter 4 €. Mais de 51 gigas à 500 gigas, ça va me coûter 9 €. Donc ça, c'est le coût de la licence fixe qui dépend du nombre de gigas que vous allez sauvegarder. Et après, vous avez la stratégie de sauvegarde que vous mettez en place, ainsi que la conservation, donc la rétention associée en années. Plus vous gardez de backup en termes de rétention, plus ça va vous coûter cher. Et puis, je vous ai dit qu'on pouvait répliquer les backups dans différentes régions. Donc, on pouvait faire de la redondance de backup. Donc, je peux sauvegarder en France et répliquer à Marseille. Donc, Paris, Marseille, France Centre, France Sud. Et bien, tout ça, ça va avoir une influence sur le coût. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de sauvegarder vos VM, vos serveurs locaux. Combien ça coûte? Voilà, pareil. Et bien entendu, vos fichiers Azure. J'en ai pas parlé, mais je finirai là-dessus, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Si vous avez dans Azure des VM à base de SAP, SAP, HANA, ou si vous avez des VM SQL, on peut aussi les sauvegarder via la solution Azure Backup. Eh bien, pour moi, je pense que je vous ai tout dit, tout ce que j'avais à vous dire. Ce que je vous demanderai, donc, ce qu'il faut retenir par rapport à tout ce qu'on a vu avant de prendre les questions, il y a 3 méthodes de sauvegarde externalisée dans le cloud public Azure. Soit vous sauvegardez vos fichiers et dossiers via l'agent Mars, soit vous sauvegardez vos VM on-premise ou vos fichiers ou dossiers on-premise via un serveur qu'on appelle ABS, Azure Backup Server, soit vous pouvez sauvegarder vos VM Azure dans Azure Backup. Et encore une fois, on retient qu'on peut aussi sauvegarder du Vim, via du NetBackup, via un autre système de backup qui vous plairait sans aucun problème. Microsoft promeut sa solution parce que c'est une solution qui est managée par Microsoft, donc c'est du PaaS, donc c'est plus sécure le PaaS. Encore une fois, rien ne vous empêche d'utiliser du Vim dans Azure, par exemple. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bonjour à tous, est-ce que tu m'entends, Philippe? Ouais, je t'entends, Denis. C'est Denis. Bonjour à tous. Effectivement, je crois que Bertrand a un tout petit problème de micro. Du coup, je vais prendre le relais pour te lire quelques questions, si tu veux bien, Philippe. Oui, je veux bien. Ouais, tu veux bien. Alors, il y a peut-être des questions que tu as déjà abordées. Je reviens sur une question de Laurent Le Tenot qui pose une question sur les sauvegardes immuables. Oui. Il demandait si on doit pourtant les supprimer ou si elles s'autodétruisent automatiquement au bout d'un certain nombre de jours. Alors, la fonctionnalité va se désactiver, c'est-à-dire que tu pourras supprimer, Laurent, tes backups ou les modifier, mais après un certain temps. Pendant le laps de temps que tu auras configuré, tu ne pourras rien toucher, ni Microsoft d'ailleurs. Et après, bien sûr, qu'elle rendre en read-write. Autre question? Okay. Ouais, alors je vais peut-être remettre ma caméra, ce sera peut-être plus agréable pour les participants, ou pas d'ailleurs. Le cross-region restore, question de Sébastien Goudard, le cross-region restore influe-t-il sur le coût de l'abonnement? Je crois que tu y as un petit peu répondu déjà. Oui, ça, avec la calculatrice. Je vais montrer à la fin dans la calculatrice Azure, mais ça a un coût, oui, tout à fait. Après, ce n'est pas un coût énorme, mais il faut le prendre en compte. Vous avez raison.
Alors, j'ai une autre question. On en a beaucoup, hein, vous m'excuserez, je ne fais pas du tout d'hierarchie. Question de Patrick Juira concernant la sauvegarde des VM. Est-ce que l'hyperviseur AHV Nutanix est supporté ou sera supporté prochainement? À ma connaissance, il n'est pas supporté. Est-ce qu'il va l'être? Je n'ai pas d'infos là-dessus. J'ai pas vu de communication interne chez Microsoft qui disait que ça allait être supporté, mais encore une fois, je suis peut-être passé à côté de la news. Donc, à ma connaissance, pas sauvegardé. On gère que de l'Hyper-V et du VMware. D'accord. Alors, j'espère qu'on a bien répondu à la question. J'ai une question de Nizar qui demande: la sauvegarde des fichiers et dossiers peut-elle être partagée entre plusieurs utilisateurs? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien saisi, mais Oui, alors moi je comprends à peu près, c'est-à-dire que depuis en fait, ceux qui ont accès au RSV, ils vont pouvoir, par exemple, on peut regarder, hein, mais sur tous les RSV, par exemple le mien, ceux qui ont accès au RSV sur un fichier, un dossier, ils peuvent effectivement monter. Alors là, vous voyez, elle est en fail, mon backup, parce que je l'ai annulé avec vous tout à l'heure en séance, si vous vous rappelez. Et en fait, il y a un système de mot de passe pour répondre à la question de la personne. C'est-à-dire qu'il y a un système de mot de passe qui fait qu'il faut qu'elle ait le mot de passe qui est disponible dans l'interface pour pouvoir mapper le backup sur son propre poste de travail. Sinon, elle ne pourra pas. Donc, elle ne pourra pas restaurer sans ce mot de passe-là. d'accord. Donc, je pense que tu as été plutôt complet, j'espère, pour notre internaute. Question toujours de Laurent Tenot, existe-t-il un ou des outils qui permettraient de faire des sauvegardes de 365, alors ici SharePoint, Teams et Exchange notamment, vers Azure, hein, sur une autre région? Alors, là, c'est un gros débat qui va être lancé. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On déconseille de sauvegarder Office 365 parce que déjà, il y a tout un système de mise en place de sauvegarde opéré par Microsoft. Il y a un SLA associé. Donc, si vous utilisez par exemple Office 365 pour votre messagerie, vous pouvez très bien utiliser un outil tiers pour la sauvegarder, mais Microsoft ne le conseille pas en soi. On vous conseille plutôt d'une certaine façon, d'accepter que tout est géré au travers et répliqué au travers des data centers de Microsoft. Maintenant, je sais que Vim le propose. Vim a une solution de backup de mail Office 365. Voilà, je n'ai jamais testé. Mais ça pourrait faire l'objet d'un gros débat sur est-ce qu'on doit vraiment sauvegarder. Je ne suis pas sûr, à titre personnel. D'accord. Eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions, à moins que vous ayez d'autres points à aborder, chers internautes. Si c'est pas le cas, on va conclure le webinaire, tout simplement. Oui, moi j'ai pas Qu'est-ce de que tu en souci. penses, Philippe? Ah oui, on peut le conclure. Si vous souhaitez avoir un autre webinaire, par exemple sur du PRA interrégion, donc le principe c'est j'ai une VM dans une région A, la région tombe, imaginez Paris est sous l'eau et vous voulez restaurer, enfin vous voulez recréer votre infra, et pas restaurer, mais recréer votre infra à Marseille. Eh ben, ça peut faire l'objet d'un autre webinar, donc n'hésitez pas, encore une fois. Et puis voilà. Voilà, moi, ce que j'avais à vous rajouter. Les 3 points à retenir, on en a parlé. Oui, tout à fait. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre ce webinaire que j'ai eu à l'animer. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'être là. Merci à toi, Philippe. Merci aussi à Bertrand, même si un petit problème de son sur la fin qui nous aura empêché de profiter de son expertise. Si tu veux bien remettre le PowerPoint, Philippe, je crois que c'est toi qui as la main, ou alors si tu veux, Oui, je la prends. moi qui ai la main. Puisque on voulait proposer, voilà, c'est la suivante, voilà, une jolie remise, hein, 49% sur la formation Azure Administration AZ104 qui est dispensée donc par Anyservice, centre de formation auquel Bertrand appartient, et il y aura également la certification offerte à l'issue de la formation. Donc c'est une opportunité qu'on a réservée à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui ont écouté Philippe pendant cette petite heure. Si tu peux passer à la slide suivante, Philippe, en fait, tout simplement pour en bénéficier, il faudra nous contacter par mail à formation
eni.fr, vous mettez AZ104 dans l'objet du mail. Alors, si je parle trop vite ou si c'est écrit trop petit ou quoi que ce soit, pas d'inquiétude, toutes les informations, on vous les communiquera par mail, puisque je vous rappelle que nous proposerons un replay, et ça répond d'ailleurs aux quelques questions qu'on a eues dans le chat. Il y aura bien un replay qui arrivera dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube et aussi sur le blog Eni. J'en profite également pour vous rappeler à la slide suivante notre offre exclusive pour les cursus complets Microsoft Azure. Vous avez donc 3 formations, 3 certifications niveau débutant à expert, avec également plusieurs spécialisations, architecte expert en solutions ou ingénieur expert Azure DevOps. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site ou à nous contacter. Bien évidemment, on vous tient au courant par mail, on vous tient au courant également sur les réseaux sociaux. Je vous encourage à nouveau à suivre Philippe sur ses chaînes YouTube et Twitch, pour lesquelles on vous a déjà mis les liens dans le chat. Dernière petite précision. Si je peux me permettre de te couper. Mais bien sûr. On a une pénurie de profils informatiques liés au cloud en France. Et ça, clairement. Moi, je travaille chez Microsoft, je suis cloud architecte et je le vois auprès de nos clients, il y a une pénurie de compétences techniques. Donc, je vais vraiment dans le sens, je vais appuyer le message que donne Denis, c'est-à-dire formez-vous, certifiez-vous, parce que c'est vraiment un métier qui est très, très demandé et pour lequel il y a vraiment une congestion à l'heure actuelle. Voilà. C'est tout, je te laisse. C'est un très très bon message et je pense qu'il est vraiment bien clair. Moi, je voulais juste préciser pour tous ceux qui sont intéressés également par le livre de Philippe sur Azure, la date de sortie qui est au 12 avril, que ce soit sur le site web, vous avez le lien au tout début dans le chat, mais aussi vous pouvez les retrouver bien évidemment dans toutes les librairies. Nous allons conclure ce webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez quand même nous les faire suivre après coup à webinaire avec un S @eni.fr. Philippe, merci encore beaucoup pour ton intervention. C'était top. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Merci Bertrand aussi, ne t'inquiète pas, ta voix va revenir, ce n'est qu'une extinction, c'est pas très grave. J'ai tout traduit, hein. Je lis sur les lèvres, il disait non mais Philippe, ton webinar au top, et puis on va en faire un autre avec Eni. Voilà ce qu'il a dit. Bon. Je vous remercie tous pour votre présence, votre attention, bon appétit à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire Eni qui sera sur l'accessibilité numérique. Sur mobile avec Fanny Demey et Hervé Boisgontier qui aura lieu le 2 mai. Donc on vous donne rendez-vous le 2 mai, mais vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux. À très bientôt, bonne fin de journée, au revoir.